Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du Money Time. Aujourd'hui on va parler de la situation de l'Olympique de Marseille puisque on va dire que cette saison est un petit peu en demi-teinte avec ce qui se passe sur le terrain et surtout ce qui se passe en interne. Il y a eu pas mal de soucis depuis le début de la saison. Pour parler de l'OM, nous avons 3 chroniqueurs. Salut Louis. Salut Corentin. Salut Val. Salut. Et salut Martin, bienvenue à toi. Salut à tous. On va revenir sur le début de saison de l'OM et notamment avec ce qui s'est passé en interne. On ne peut pas y échapper, la démission de Marcelino. L'entraîneur est parti au bout de 7 matchs seulement, suite à une réunion qui s'est déroulée le 18 septembre entre la direction et certains supporters, en tout cas les plus haut placés du côté des supporters marseillais. Les supporters marseillais étaient principalement représentés par l'homme qu'on voit en haut à droite à l'écran, Rachid Zerwal, qui est le capot, enfin le leader des porte-parole, ouais, voilà, c'est ça, le porte-parole des South Winners, et les supporters auraient réclamé, on est toujours dans le conditionnel parce qu'on n'était pas présent pour assister à cette réunion, auraient demandé à 4 dirigeants de l'OM de virer, de bouger immédiatement du club. Selon Longoria, ce qu'il a dit dans la Provence, démissionner tous les 4, sinon c'est la guerre. Voilà ce qui aurait été dit au sein de cette réunion, ce qui a conduit à la démission de Marcelino le lendemain, ce qui a conduit également à la démission de Javier Ribalta, là, beaucoup plus tard, là, c'était il y a 2 semaines, Javier Ribalta, et on parle actuellement de David Friot, le directeur sportif du club, qui serait en passe de quitter l'OM. Sans oublier Longoria qui reste à l'OM mais qui a eu une grosse période de doute et aujourd'hui on se demande encore s'il va vraiment finir la saison avec l'Olympique de Marseille. Tout ça pour vous dire que l'atmosphère est un petit peu tendue au club. Valentin, est-ce que tu as un petit mot à dire sur ça? Ouais, c'est le moins que l'on puisse dire. En plus, on a vu Longoria qui a longuement réfléchi à quitter le club. On a vu qu'il s'est retiré pendant une semaine, un petit peu moins. Qui s'est un peu mis en retrait de tout ça. Tout à l'heure, tu as mentionné le fait qu'ils aient demandé. Alors, c'est vraiment des menaces. Hein, là, on est plus dans le domaine de la menace. C'est un peu... ça vient plomber, en fait, cette équipe de Marseille qui n'avait pas besoin de ça à ce moment-là. On voit que ça commençait peut-être déjà à l'époque de Tudor et c'est peut-être pas forcément lié pour les mêmes raisons, mais ça vient... entacher encore plus cette mauvaise passe marseillaise qui pourtant commençait à avoir un effectif compétitif et à raccrocher l'Europe. Donc non, ils avaient pas besoin de ça. Et puis après, est-ce que le remplacer tout ce beau monde, c'est peut-être tourner la page d'un Marseille qui stagnait? Après, moi, je suis pas de cet avis-là. Je fais qu'émettre des belles hypothèses. Ouais, quand on voit les résultats obtenus par Longoria et la cote de popularité qu'il avait auprès des Marseillais après ces bonnes opérations, les bons résultats, les bons coachs sélectionnés. Vraiment, il menait ce club d'une main de fer. Donc c'est un peu incompréhensible et on a l'impression que tout est fait pour qu'à Marseille la peine dure pas longtemps finalement. Martin, toi, qu'est-ce que t'en penses de cette réunion, de ce qui s'est passé et de ce qui se passe actuellement à Marseille? Pour moi, aujourd'hui, c'est pas une surprise. Hein. Les supporters marseillais sont omniprésents dans ce club. Ils ont une place qu'ils ne devraient pas forcément prendre. Et on peut notamment constater avec les nombreux coups de pression qu'ils mettent chaque année, à l'image de, par exemple, donc on a l'année dernière Tudor, voilà exactement. On a ici Pablo Longoria qui est accusé de prendre l'argent avec les transferts et qui doit justifier ça en montrant ses comptes bancaires, montrant ses discussions. On a aussi en 2021, il y a une grosse manifestation qui entraîne un report de match contre le Stade Rennais. Et on a une nouvelle fois, cette fois-ci en début de saison, des supporters mécontents qui demandent la démission de la direction. Et on a l'impression, Louis, tu me dis si je me trompe, mais à chaque fois que c'est un petit peu brutal ce qui se passe. C'est-à-dire que contrairement à d'autres clubs, on a l'impression que ce club est vraiment à part parce que contrairement à d'autres clubs où ils demanderaient une démission, par exemple, je prends l'exemple de l'OL l'année dernière où quand il y avait la période face à Rennes où ils réclamaient la démission de la direction, on voyait que c'était par des banderoles, c'était par des insultes à la limite dans les tribunes, ça n'allait jamais au-delà. Tandis que là, à Marseille, on a l'impression que ça peut aller jusqu'à des violences physiques, par exemple à s'attaquer à la commanderie. Mais comme l'a très bien dit Martin, ils ont une place omniprésente dans le club. Je sais pas si un club français donne autant de place, autant de voix
à ses supporters. D'un côté, j'ai envie de dire que c'est bien, parce que bien évidemment, il faut toujours écouter ses supporters, il faut toujours avoir leur avis. Mais d'un autre côté, ils ont trop de liberté, ils ont trop de pouvoir, ils se permettent trop de choses. On les sanctionne pas assez et ils se permettent tout et ils pensent que c'est eux qui contrôlent l'OM. Justement, est-ce que toi tu penses que c'est bien? Parce que là, on a l'impression vraiment qu'ils sont au-dessus de la direction, c'est-à-dire que les supporters représentent le club et pas la direction. C'est ça qu'on a l'impression à l'OM. Est-ce que toi tu penses que c'est bien d'être dans cette hiérarchie-là ou pas du tout? Pas du tout. C'est pas leur métier de gérer un club de foot. Donc ils sont là pour supporter, pour se donner à fond pendant 90 minutes comme les joueurs. Ils sont là pour vibrer avec eux, mais ils sont pas là à demander à Longoria où est-ce que t'as mis l'argent, pourquoi tu dors t'as fait ce choix-là. Enfin, y a quand même des mesures, il y a quand même des lignes à ne pas dépasser et eux, ils l'ont fait plus qu'une fois. Et juste un petit mot comme ça par rapport à David Friot qui risque de partir, on aurait peut-être l'arrivée de Mehdi Benatia au poste de directeur sportif à l'OM. Est-ce que pour vous ce serait plutôt bien, Valentin? Ouais, après c'est la première fois, je crois, qu'il prend un poste d'une telle envergure. Maintenant, dans un contexte très difficile. Surtout qu'il vient pas effectivement dans un contexte très sain. Je crois qu'il faut qu'il arrête son activité d'agent, si je me trompe pas, avant de pouvoir prendre ce rôle-là. Donc maintenant, on va voir surtout si la direction va rester la même. Je pense que s'il y a des arrivées comme celle de Benatia, ça penche du côté de rester sur la même direction. Et surtout, oui, il faut arrêter de faire ça par rapport aux supporters, de satisfaire autant les supporters, parce que ça peut être un avantage, comme le fait de maintenant faire grandir le club. Maintenant, tout le monde connaît l'ambiance, tout le monde apprécie le club pour son ambiance, pour la ferveur de son stade et de ses supporters. Et maintenant, ça peut poser des problèmes comme ceux qu'on voit et qui n'ont rien à faire avec des affaires sportives. Donc pour toi, ils ont trop de place dans ce club actuellement? C'est indéniable. On voit dans aucun grand club des supporters prendre autant de place par rapport à l'institution. Donc non, c'est quelque chose qui... Le problème, c'est que je vois pas comment on peut inverser cette tendance-là, maintenant qu'ils ont trop de pouvoir, ils sont trop gourmands et surtout qu'on en vient à des menaces qui réussissent, puisque Marcelino et Ribalta en viennent à démissionner. Et peut-être, alors c'est une hypothèse, mais peut-être pourquoi pas faire quelque chose à Rachid Zeroual, peut-être qu'il démissionne et qu'il arrête d'avoir une influence aussi grande sur le club. Est-ce que peut-être ça peut déjà aider un peu mieux, ne serait-ce que la direction? Le problème, c'est que ça, après, ça va avoir des répercussions sur l'affluence dans le stade, sur la cote de popularité de l'OM, sur les recettes financières, du coup, sur les finances directement du club. Donc finalement, s'en prendre à ça, c'est un peu le chat qui se mord la queue et ça peut avoir des grosses répercussions. Et Martha, toi, qu'est-ce que t'en penses justement de ça? J'ai vu que t'étais pas très d'accord non plus à ce que Rachid Zeroual... pour moi, le virer, ça servirait un petit peu à rien, parce que derrière lui, il y a de nombreux supporters aussi fous que lui. Donc il va partir, quelqu'un va prendre sa place, ça va continuer. Il y a un moment, s'il fallait agir, c'était il y a bien longtemps. Mais maintenant, j'ai envie de dire, c'est un petit peu trop tard. Parce que des fous, les supporters marseillais, on les connaît, hein. Que ce soit lui ou un autre, ce sera toujours pareil. Du coup, est-ce que vous pensez que dans ce contexte-là, et pour cette saison, Pablo Longoria doit rester au sein de ce club? Est-ce que vous pensez que c'est pas l'homme de la situation, mais le président qui doit pouvoir gérer encore cette situation sur le long terme? Louis? Pour moi, oui. Après, lui, est-ce qu'il aura envie de continuer après tout ce qui s'est passé? Ça reste la grosse interrogation, mais il a réussi à redresser un club qui était quand même pas dans sa meilleure forme. Sous sa direction, on va dire, il y a eu 2 qualifications en Ligue des Champions, si je ne dis pas de bêtises. On a retrouvé le goût de l'Europe, on a retrouvé le goût des bonnes sensations à Marseille, avec des joueurs qui ont un nom clinquant. Je pense à ce mercato avec Aubameyang, avec Lodi. Donc non, pour moi, si je devais choisir, il resterait. Et justement, tu parles du mercato, on va y venir à ce mercato, parce qu'on va venir à la question de que peut-on espérer vraiment de l'OM cette saison
malgré les problèmes internes et tout ce qui s'est passé là en début de saison. Est-ce que pour vous, le mercato qui a été fait cet été est vraiment bon, ou alors il y a quand même pas mal de choses à redire? Je pense par exemple à Aubameyang qui fait des prestations pas à la hauteur des attentes. Valentin, est-ce que tu peux dire juste un petit peu sur ce mercato? Non, ils avaient fait un mercato pour satisfaire leurs envies de Ligue des Champions. Malheureusement, ils ont échoué au barrage. Je pense que l'effectif est taillé pour aller loin en Europa League, par contre. Je pense que on a vu avec Ndiaye, on a vu avec Aubameyang, c'est plus pour l'expérience, je pense, que pour le bien du vestiaire. Maintenant, il faut que ça a un coût, tout ça. On a vu qu'ils se sont pas mal libérés, n'empêche, à ce mercato de poids financier. On pense à Alexis Sanchez, Dimitri Payet, et il y en a d'autres que j'ai pas encore. Strootman aussi, qui restait là et qui depuis son contrat de 5 ans, finalement, il est resté caché au club. Donc, franchement, on peut attendre que là ils sont 8e, on a vu, ils peuvent très bien remonter la barre et avoir ça, mais il faudra juste une stabilité, et ça passe par l'institution, ça. Martin, toi, qu'est-ce que tu en penses justement de ce mercato estival? Pour moi, sur le papier, le mercato il est très bon, puisqu'on a l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang, comme l'a dit Louis, qui est censé, de fait de son passé, apporter une stabilité dans l'attaque, planter des buts. Et on a aussi Renan Lodi, donc lui qui vient de l'Atlético de Madrid, où ça joue entre guillemets le haut de tableau de la Liga. Il doit apporter une stabilité défensive, puisqu'il a été sous les ordres de Diego Simeone. Donc lui, le foot à 10 défenseurs, il connaît. Évidemment. Mais il y a aussi des départs qui sont assez douteux. Je pense à Alexis Sanchez, puisqu'il part, alors que pour moi, il apportait une certaine agressivité dans des matchs. Il voulait revenir en plus. Oui, il apportait une certaine agressivité dans des matchs européens, et ça a fait la différence. Et il a apporté une expérience aussi, parce qu'il a joué dans des gros clubs, notamment Arsenal. Là, on va venir maintenant sur le début de saison en Ligue 1. On l'a vu au classement. Pour Marseille, c'est pas la catastrophe, comme par exemple le RC Lens, ou allez, je vais aller plus loin, l'Olympique Lyonnais. Mais ils sont 8e. Est-ce qu'ils peuvent espérer atteindre les 5 premières places pour aller jouer une Coupe d'Europe la saison prochaine? Louis, je te vois hocher la tête. Pour toi, c'est oui? Oui, parce que devant, il y a des équipes sans expérience du haut de tableau. Je pense à Brest, Nantes, qui, je pense, vont pas confirmer sur la durée. Pour moi, Brest, ça va être comme Lorient la saison dernière, une très grosse première partie de saison, puis ça va s'essouffler, je pense. Enfin, je n'espère pas, en tout cas pour nos amis brestois, mais en tout cas, non, pour moi, ils ont les ressources et les armes pour prendre l'Europe cette année. Alors, juste pour rappeler, ils sont à 3-3-3. Donc, c'est-à-dire que sur ces 9 matchs, ils ont 3 victoires qui sont toutes à domicile. Donc, il y avait eu 2-0 face à Brest, 2-1 face à Reims et 3-0 face au Havre. 3 défaites. Et donc 3 matchs nuls pour ces 9 premières journées. Valentin, est-ce que toi tu penses que cette saison ça va plutôt jouer la première partie de tableau, mais pas plus la 7-8e place, ou alors ils vont quand même viser le top 5? Non, je pense qu'ils ont fait le plus dur, surtout dans leurs 3 défaites. Il y a Paris et Monaco, donc c'est déjà ça enlevé, et puis surtout il les joue coup sur coup. Donc forcément, t'as pas trop, quand t'as un club qui est un peu dans le doute, en plus t'as pas forcément envie d'affronter ces deux-là. Non, je pense que maintenant ils ont un calendrier abordable, et ça va permettre aux joueurs qui étaient un petit peu en retrait, surtout offensivement. C'était compliqué à Marseille, surtout en Ligue 1. Donc non, je pense que maintenant c'est capable puis qu'on est à 9 journées, quoi. Donc c'est facilement remontable, et puis non, ils ont l'effectif et le niveau pour remonter tout ça. Martin, toi, qu'est-ce que tu penses que l'OM peut faire cette saison? Moi, je pense que pour eux, ce serait intéressant d'essayer de remonter, parce que c'est jamais trop tard pour se relancer. Une saison, c'est long. Il y a un nouveau coach, donc Gattuso, qui a débarqué. Faut lui aussi lui laisser son temps, installer son plan de jeu. Et comme il l'a dit Valentin, ils ont donc joué Paris,
Ils ont joué Nice ce week-end, ils ont joué Monaco, donc maintenant le calendrier il est plus que abordable et c'est l'occasion ou jamais de remonter au classement. Alors juste à évoquer Gattuso, est-ce que pour vous c'était le coach idéal dans cette situation-là? On connaît le caractère très très fort, très tendu de Gattuso. À un moment où l'OM était vraiment dans une panique avec une grosse tension entre les supporters et la direction, est-ce que faire venir Gattuso c'était l'option idéale, Louis? C'est une option cohérente quand on regarde les anciens entraîneurs qui ont le même caractère, on va dire, Sampaoli, justement, est-ce que Tudor. c'est pas un problème? Parce qu'à chaque fois, on a eu le problème en fin de saison où les supporters n'en voulaient plus. On parle par exemple de Tudor ou Sampaoli, c'était un petit peu les mêmes profils et les supporters ne voulaient plus. Mais si on a les supporters, quand on regarde les résultats bruts, Marseille, Oui. Ça fait quoi sous Sampaoli et Tudor? Ça va chercher la Ligue des Champions. Oui, bien sûr. Donc pour moi, il y a quand même un bon côté à ce que Gattuso soit venu, mais le problème c'est que l'effectif n'est pas tellement taillé pour son plan de jeu. Lui qui cherche tout le temps à presser l'adversaire haut, on l'a vu face à Brighton, pendant 20 minutes c'était génial, puis fin de première mi-temps ça commençait un peu à se calmer, et puis sur la seconde mi-temps c'est totalement écroulé, le physique n'est pas tellement là à Marseille, et là Gattuso va devoir faire un très très gros travail pour que son équipe lui ressemble. Et Valentin, toi, qu'est-ce que tu penses de Gattuso? Est-ce que tu penses que la patte Gattuso va marcher cette saison? Non, en tant que supporter lyonnais, on en avait entendu parler et ça courait dans les rumeurs, donc Gattuso voulait venir. Est-ce que c'est pas un choix du dépit aussi? Je vais y venir à ça, parce que finalement Lyon n'en voulait pas. Marseille a sauté sous l'occasion, je crois. Ça s'est fait une semaine après, ça s'est finalisé. Pour moi, je sais pas qui d'autre sur le marché Marseille peut faire venir. Malheureusement, Gattuso, c'est pas convaincant. Enfin, de ce qu'on a vu, il y a aucune réussite sportive pratiquement. On a eu un essai au Milan qui n'a pas été très bon, et dans d'autres clubs italiens. Maintenant, c'est vrai qu'il colle avec l'image un peu volcanique du club. Est-ce que ça va coller avec des joueurs qu'on sait si des fois un peu capricieux, donc on va voir ce que ça donne. Pour le moment, on n'a que quelques échantillons de matchs, on pourra peut-être en reparler pendant le mercato hivernal. On va maintenant passer aux Coupes d'Europe, et on sait que l'OM a malheureusement très 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 mal commencé sa saison en étant éliminé au 3e tour des barrages de la Ligue des Champions face au Panathinaikos à la séance de tir au but, après un match qu'ils n'ont pas du tout géré au match retour au Vélodrome, ce qui a fait qu'ils ont dû être basculés en Ligue Europa, où ils sont dans une poule très relevé quand même pour la Ligue Europa. On a l'Ajax, on a Brighton, on a l'AEK Athènes, qui sont des adversaires à leur niveau, voire même peut-être un cran supérieur. Pour l'instant, à l'heure où on parle, l'AEK Athènes, ils vont jouer face à l'AEK Athènes dans quelques instants, mais ils ont déjà fait leurs 2 premiers matchs. Le premier face à l'Ajax, à la Johan Cruyff Arena, 3 buts partout, qui est un match assez spectaculaire. Et puis le deuxième face à Brighton, un joli 2-2. Est-ce que, Louis, pour toi, c'est un bon début dans cette Europa League, sachant qu'ils ont quand même une poule assez relevée? Sur le papier, c'est une poule assez relevée. Après, quand on regarde par exemple juste la forme de l'Ajax, ce 3-3, pour moi, il est un tantinet décevant. Je pense qu'ils auraient peut-être pu aller chercher mieux. Mais ce 2-2 face à Brighton, si on retient que la première mi-temps, oui, il est très très positif. Après, il y a les erreurs d'arbitrage, mais bon, ça fait partie du foot. Mais sinon, un peu dommage qu'il y ait 2 matchs nuls. Je pense qu'une victoire aurait été satisfaisante et aurait pu se refléter leur niveau par rapport aux 2 autres équipes. Et face à Athènes, ils doivent gagner pour respirer et peut-être relancer leur saison. Martin, toi, qu'est-ce que tu penses de ce début de saison en Ligue Europa? Moi, je pense qu'ils s'en sortent pas si mal finalement, parce qu'ils partent à Amsterdam après la crise, donc ils n'ont pas de coach. Ils n'avaient pas de coach à ce moment-là, Ils effectivement. ont un coach de la direction qui est pris en intérim. Donc ils arrivent, quel plan de jeu finalement? 3-3 avec un match assez spectaculaire. Ils ont joué haut, ils ont marqué. Donc là-dessus, ils prennent 1 point, c'est pas si mal. Et ensuite, le deuxième match donc face à Brighton. Brighton qui est pas si nul en première ligue. Et c'est surtout que c'est le premier match de Gattuso, si je me trompe pas, avec Marseille. Donc lui, il arrive dans le vestiaire, qu'est-ce qu'il fait? Donc il prend aussi ses 1 point, donc je trouve que c'est pas si mal finalement.
Il y avait franchement mieux à faire quand on connaît En fait, c'est bizarre à dire, mais les trois équipes ont une forme assez exécrable en ce début de saison. L'Ajax est 17e et vient de virer son coach à l'heure où on parle. Et Brighton a gagné un match lors de ses 7 dernières rencontres. Donc il fallait prendre des points, et s'ils n'en prennent pas là contre Athènes, ils sont capables d'en perdre, même si on a vu qu'à domicile c'était plutôt rassurant pour Marseille, et c'est souvent rassurant pour Marseille. Grâce au Vélodrome en grande partie. Grâce au Vel. Mais maintenant, s'ils perdent des points là contre Athènes, ça peut se resserrer, surtout si les autres équipes en face se réveillent, parce qu'elles ont largement un effectif supérieur à Marseille, et elles sont habituées surtout à disputer des grandes compétitions européennes. Enfin, Brighton, ça viendra peut-être avec le temps, mais pour le moment, Marseille doit bénéficier de la mauvaise forme des deux autres équipes. Justement, on va y venir à l'AEK Athènes. En cas de victoire, l'OM pourrait prendre la première place du groupe, ce qui serait très très important et très encourageant pour la suite. Pour ce match face à l'AEK Athènes, comme on l'a dit, on n'a pas encore le résultat du match, on ne sait pas encore ce qui se passe. On va faire nos pronostics. Louis, est-ce que tu peux donner ton prono pour ce match ? Qui vois-tu s'imposer, ou alors est-ce que tu vois un match nul ? Je vois une victoire de Marseille, 2-1. Ils vont marquer des buts rapidement dans le match. Et puis Athènes va mettre un but en seconde mi-temps. On va avoir un petit peu peur, mais ils vont quand même confirmer. Les buteurs côté OM ? Je vais dire Ounaoui et Vitinha. Ok. Valentin ? Non, moi je vois un match plutôt fermé, avec Marseille qui vient pas avec une grande confiance, même s'ils sortent d'une grosse victoire quand même contre le Havre 3-0. Je pense que ça va être 1-0. Peut-être 1-0 avec un but en seconde période, pardon. Peut-être pour le buteur, j'en ai aucune idée, ça peut venir de nulle part. Allez, un petit pronostic. Allez, on va dire Ismail Assar. Ok. Martin ? Moi je vois un match assez fermé, avec un gros Marseille finalement qui va essayer d'aller chercher, et une victoire, un but en toute fin de match, donc une victoire 1-0 de Marseille. Vous êtes assez pessimiste quand même pour l'OM, sachant qu'en face c'est l'AEK Athènes qui n'est pas non plus le club le plus relevé. On a vu que les équipes grecques, ça leur réussissait pas trop, donc on va voir. On va continuer sur la Ligue Europa. Est-ce que pour vous, se qualifier pour les huitièmes de finale, c'est envisageable pour l'OM cette saison, ou est-ce qu'il ne faut pas plutôt aller chercher la Conference League, qui serait peut-être encore plus abordable pour eux pour aller en tout cas plus loin, ou tout arrêter et se concentrer uniquement sur la Ligue 1, vu le début de saison un petit peu bizarre, étrange dans ce club, Martin ? Moi je pense que du coup s'ils gagnent ce soir, ils vont pouvoir se qualifier, mais finalement après, est-ce qu'ils vont pas sortir en huitième ? Donc je pense que pour eux, le plus intéressant après cette crise notamment, c'est de descendre en Conference League, et surtout de se concentrer sur la Ligue 1, d'essayer de remonter au classement, et pour l'année prochaine, comme tout le temps entre guillemets, essayer d'aller chercher une place en Ligue des Champions. Ok, Val ? Pour le coup, Marseille, on l'a vu ces dernières années, avait largement le niveau pour cette Conference League qu'on sait un petit peu en deçà, même avec un mauvais effectif. Maintenant, je pense que c'est mieux pour eux qu'ils aillent se confronter au niveau de l'Europa League et hausser un peu leur niveau de jeu et se mettre un peu de challenge cette saison. Je pense que c'est le bon moment. Et peut-être aussi pour les finances du club, aller plus loin en Ligue Europa, ça sera peut-être mieux qu'aller plus loin en Conference League, Louis. Ouais, je suis d'accord, même si ils font comme en 2021, j'ai pas envie de dire de bêtises, où ils vont jusqu'en demi-finale de la Conference League. Je préfère qu'ils aillent en quart de finale de l'Europa League, mais pour moi ça a plus de crédit qu'une demi-finale en Conference League, donc je privilégierai l'Europa. C'est sûr que d'un côté, oui, t'as forcément raison, parce qu'il y a plus de prestige, mais imaginons qu'ils arrivent à aller jusqu'en finale de Conference League, est-ce que ce serait peut-être pas mieux ? Mais après, oui, c'est difficile à pronostiquer, ça, j'ai peur que la profondeur d'effectif leur permette pas d'aller jusqu'au bout. Toi, la profondeur d'effectif, c'est vraiment ce qui pose problème à l'OM actuellement pour les compétitions européennes ? Oui, et puis la forme physique aussi. Comme ils ont changé de coach, nouvelle tactique, etc. Donc, même avec le mercato qu'ils ont fait, pour toi, c'est pas encore suffisant ? Non. C'est ce qui manque à l'OM depuis même 3 années, je pense. 3-4 ans, parce que en fait, certes, ils ont des noms ronflants qui arrivent, ou alors ils font un mercato intelligent.
mais ils sont obligés aussi de vendre. On voit qu'ils perdent des Thauvin, des Payet, des Sanchez. En fait, ils peuvent pas les conserver. Et c'est des joueurs qui pourraient être intéressants en rotation pour une équipe qui cherche les compétitions européennes. En tout cas, merci messieurs d'avoir effectué ce petit débat autour de la situation de l'OM. Pour conclure cette émission, évidemment, quoi de mieux qu'un jeu, un jeu spécial OM. Vous allez devoir me donner, il y en a 10, il y a 10 noms, le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de l'Olympique de Marseille en Coupe d'Europe. Donc là, il y a quand même de sacrés noms, vous pouvez pas passer à côté. Je pense, c'est assez simple, mais ça reste quand même un peu pour les puristes. Louis, tu commences. Moi, direct là ? Ah, directement. Un des 10 meilleurs buteurs de l'histoire en Coupe d'Europe. Bah, Papin. Évidemment. Il est premier avec 23 buts en 29 matchs. Quand on parle de Coupe d'Europe, on parle de que la Ligue des Champions ? Non, tout confondu. Toutes les Coupes d'Europe confondues. Dimitri Payet ? Ouais, Dimitri Payet. 11 buts en 43 matchs de Coupe d'Europe. Il est 4e de ce classement. Martin. Pelé ? Non. C'est l'élimination, Martin. Malheureusement, il n'y a pas du tout Pelé pour le début dans ce top 10. Du coup, on va passer tout de suite à Louis. Je vais dire... allez, dans la folie Mitroglou. Mais... Pour de vrai? Ok. Mais... Bah, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. J'ai tenté, ça arrive. C'est... J'aurais dit Gignac. Au moins Gignac. Non, Gignac. Un Gomis. C'est catastrophe. Il n'y a pas Gignac. Ah ouais? Il y a ni Gomis. Il n'y a pas Gomis. Il n'y a pas Gomis non plus. Je voulais le dire. Il n'y a pas Batshuayi. Allez, on va essayer. Moi, j'allais dire Thauvin. Il y a Thauvin. Parce qu'il y a Drogba. Il n'y a pas Drogba. Il y a Drogba. Putain, bah ouais. C'était de fou. Je l'ai pas dit. Là, il fallait vraiment dire les plus gros noms. Ok, d'accord. Donc là, allez, on continue. On va essayer. Martin, on va essayer de finir le top 10. Ocampos? Bien sûr. Oh. Ocampos, 8ème. Valère Germain. Évidemment. 7 buts. Il est ex-aequo avec Thauvin et Ocampos. 7 buts en 26 matchs. Il est 10ème de ce classement. Allez, il y en a quand même des évidents. Si je vous dis, Bounassar. autour des années 2010. Ouais, 2009, ouais. Ah, comment il s'appelle le buteur sénégalais? Voilà. Mamadou Niang. Voilà. Mamadou Niang, et ben c'était le deuxième du coup. 22 buts en 52 matchs. Jordan Ayou. Le frère. André Ayou. Du coup, André Ayou, 9 buts en 32 matchs, il est 6ème. Il vous manque le 7ème. Et le 5ème du coup. Benoît Chirot. Non. Le 7ème pour Lucho vous dire... Gonzalez. Non. Ça aurait été stylé. Gabriel Enze. Non. Le 7ème pour vous donner une petite idée. Non. Il n'y a même pas Gignac dedans. Il n'y a pas du tout Gignac dedans. Basile. Il vient des pays de l'Est. Radonzi. Non. On est dans les mêmes années. Si je vous dis que son coéquipier en sélection, c'est Robert. Ah, Milik. Non, Milik. Ah putain. Arkadiusz Milik, il est 7ème avec 8 buts en 10 matchs. Et il vous manque le 5ème. Si je vous dis consultant Canal+. Franck Sauzet. Exactement. Franck Sauzet. Bon, en tout cas, c'était laborieux ce jeu. Je pense que là, vraiment, il y a eu 2 ou 3 bonnes réponses. Merci en tout cas à vous d'avoir pu débattre autour de l'OM. On se dit à la prochaine pour une nouvelle émission. Et sur ce, portez-vous bien.